Joachim Voisin-Maras et Justine Bollandard, qui sont tous deux de la région Occitanie, qui vont nous présenter un programme réalisé par la région. Voilà, ça s'appelle la démocratie participative, je pense, un des exemples d'action d'adaptation de la région avec un budget participatif citoyen qui s'appelait Ma solution pour le climat et qui, je crois, rentre aujourd'hui dans le concret. Bonjour à tous les deux. Joachim. Bonjour, Ah, pardon, voilà. le temps que je retrouve le micro. Voilà. Donc, je disais bonjour à tous les deux. Voilà, voilà, je vous laisse dérouler. Je crois que vous avez 10 minutes. Donc, bonjour à tous, on est donc Justine Bollandard et Joachim Voisin-Marat. On travaille au sein de la région Occitanie et on est chargé du programme qui s'appelle le budget participatif Ma solution pour le climat, qu'on va vous présenter au travers de ce petit exposé voilà, créé par nos soins. Donc on va pouvoir commencer. On va, pardon, excusez-moi, on va partager cette présentation en deux axes. Le premier axe, ce sera la présentation totale du budget participatif. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on peut y participer, quelles sont les conditions également. Et la seconde partie sera axée sur les projets qui ont déjà été financés et qui traitent de l'adaptation au changement climatique. Je laisse la parole à Joachim. Yes, du coup, donc pour commencer, quelques mots rapides pour expliquer un peu ce qu'est un budget participatif, parce que je ne sais pas trop si tout le monde voit forcément comment ça fonctionne. Le budget participatif, c'est quelque chose de relativement nouveau ou en tout cas récent. En France, c'est quelque chose qui se développe fortement à diverses échelles, donc sur beaucoup de municipalités, des départements. Les régions s'y mettent aussi. La région Occitanie a été la première. Donc là, ça fait un peu plus d'un an et demi que les budgets participatifs régionaux ont été lancés. Et donc l'objectif, c'est d'insuffler une dynamique de participation et de mobilisation citoyenne autour de projets, enfin du dépôt de projets qui émergent par les citoyens et qui sont choisis par les citoyens également. C'est-à-dire que les citoyens interviennent sur la proposition de projets ou d'idées et sur la sélection de ces projets pour vraiment contribuer à affecter une partie du budget public à certains projets qu'ils considèrent comme prioritaires. Voilà, donc l'idée là de ce dispositif, donc Ma solution pour le climat, c'est spécifiquement de faire émerger et de soutenir financièrement des projets qui traitent du changement climatique en Occitanie, donc sur le volet à la fois de l'atténuation et de l'adaptation. Voilà, et donc on soutient du coup des projets qui sont concrets, qui sont réalisables assez rapidement et qui répondent à ces enjeux tout en étant expérimentaux ou innovants. Et donc l'enveloppe qui est allouée à ce dispositif, elle est de 6 millions d'euros pour 3 ans. Et donc on a eu 2 millions, 2,5 millions pour la première session du coup qui a démarré l'an dernier, où on a financé une quarantaine de lauréats. Mais ça, on y reviendra dans un instant. Donc maintenant, on va passer aux différentes étapes au sein d'un budget participatif. Donc évidemment, la première étape, c'est le dépôt des idées et des projets par les citoyens. Donc cette étape-là, elle se fait via Internet, via une plateforme qui a été créée donc, par nos soins, où les citoyens peuvent se connecter, déposer leurs projets, les illustrer, etc. Donc ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde. N'importe quel citoyen peut venir déposer son idée ou son projet sans aucune condition, à part celle de créer un compte sur le site, évidemment. Ensuite, on a une phase d'analyse d'éligibilité. Donc là, c'est les services de la région qui vont se concentrer sur chacune des propositions afin de vérifier que tous les critères d'éligibilité et les critères de participation au budget participatif sont bien remplis et que ces idées et ces projets répondent effectivement à la lutte contre le réchauffement climatique d'une façon ou d'une autre, ont un caractère plutôt innovant et sont portés par des structures voilà, citoyennes, associatives, ou ça peut également être des entreprises sous certaines conditions. On a ensuite donc la phase du vote. Une fois que les projets ont été étudiés, on a une sélection des projets les plus aptes à être mis en place rapidement et qui correspondent effectivement à tous les critères, qui sont soumis au vote. Donc c'est le vote des citoyens, c'est tous les citoyens d'Occitanie qui vont pouvoir se connecter à la plateforme et venir voter. Alors, la première session, on pouvait voter jusqu'à 3 projets, donc c'était soit 1, soit 2, soit 3 projets. Et à la fin, donc on a un classement du plus voté au moins voté qu'on fait marcher à concurrence de l'enveloppe qui est disponible pour telle session. Donc cette année, c'était 2,5 millions. Voilà, donc c'est à concurrence de cette enveloppe-là.
La quatrième étape, ça va être le développement et la réalisation. Donc, c'est chacun des porteurs de projet qui a été sélectionné, qui, après avoir reçu la subvention ou l'avance de sa subvention, va pouvoir réaliser son projet sur son territoire. Territoire qui, je ne l'ai pas dit, doit évidemment être en Occitanie. C'est un des critères d'éligibilité principaux. Et enfin, la dernière étape, ça va être le suivi et l'évaluation des projets par nos services. Donc voilà, nos équipes sont aptes à suivre un petit peu l'évolution des projets, comment ça se passe, comment ça a été mis en place, est-ce qu'il y a des difficultés, etc. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne concrètement sur ma solution pour le climat, qui est donc le budget participatif qui nous intéresse particulièrement ici. Donc là, on vous a repris les différentes étapes que Justine vient de présenter en ajoutant quelques chiffres clés pour vous donner une idée de la participation que ça génère, en fait, ce type de dispositif. Donc, comme vous le voyez, on a eu à l'automne 2019 393 propositions qui ont été déposées donc, sur la région-citoyenne.fr. Donc, tous ces projets ont été étudiés par nos services pour finalement en identifier 97 qui étaient éligibles et qui étaient particulièrement matures et pertinents. Donc, vous allez dire que ça fait une grosse présélection. C'est-à-dire que là, on avait tellement de projets qu'en fait, on a vraiment priorisé ceux qui étaient vraiment prêts à démarrer et qui étaient le plus aboutis en termes de partenariat, de calendrier bien calé, éventuellement financement complémentaire, etc. Donc là, ces 97 projets ont été soumis à un vote citoyen. Donc, comme l'expliquait Justine, donc en février dernier, il y a plus de 27 000 personnes qui ont participé à ce vote et qui ont donc soutenu un ou plusieurs projets, ce qui nous a permis d'identifier 42 lauréats qui ont donc reçu une subvention et qui donc là sont en fait en phase de réalisation de mise en œuvre de leur proposition. Voilà. Et donc, les 97 projets que nous avons soumis au vote citoyen en février dernier, ils n'étaient pas les seuls projets éligibles ou pertinents au regard de la lutte contre le changement climatique et des conditions d'éligibilité de ce dispositif. C'est pour ça qu'en fait, on en a accompagné un certain nombre dans la perspective de l'organisation d'une deuxième session et d'un deuxième vote citoyen, en fait, parce que, comme je vous le disais, voilà, ils étaient vraiment nombreux. Et donc, en fait, il y a plus d'une quarantaine de projets qui ont été accompagnés, des projets volontaires, qui étaient en fait intéressants et potentiellement éligibles, mais qui manquaient un petit peu de maturité et qui avaient besoin de renforcer certains aspects de leur projet. Donc, sur le fait de trouver d'autres partenariats, ou de clarifier un peu les éléments budgétaires qui n'étaient pas bien clairs, ou de mieux identifier quels sont leurs objectifs, etc. Et donc tous ces porteurs, ils ont pu être accompagnés en fait par nos services, donc tout au long de l'été qui est passé. Et donc là, la prochaine échéance, c'est le deuxième vote citoyen du coup qui s'ouvrira à la mi-décembre. Et donc ces projets-là pourront être soumis à ce vote-là. Et du coup, certains d'entre eux, s'ils sont lauréats, seront ensuite subventionnés pour être réalisés à partir de l'année prochaine. Voilà. Et donc, on peut passer à la suite, Justine. Donc, on passe maintenant à la présentation des projets lauréats de la première session. Donc, on va partir sur 3 axes. Le premier, ça sera planter et végétaliser. Le second, ça sera économiser les énergies fossiles. Et le troisième, ça sera économiser les ressources en eau. Donc, pour ce premier axe qui est planter et végétaliser, on a sélectionné 4 projets lauréats qui traitent de cette problématique-ci. Joachim, je te laisse commencer. Yes. Donc du coup, là, sur ces projets de biodiversité, on peut dire, hein, c'est souvent ça la catégorie de ces projets. Donc le premier qu'on peut vous présenter, c'est le projet porté par le collectif Microforêt à Toulouse. Donc les microforêts, c'est en fait un concept qui a été créé par Monsieur Miyawaki, donc qui est un scientifique japonais qui a étudié les forêts et qui a en fait mis au point cette méthode particulière de plantation dont l'objectif est de régénérer de manière très rapide un écosystème semblable à une forêt, et souvent sur des terrains très contraints, donc souvent en milieu urbain ou sur des friches industrielles et ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est vraiment en fait, bon, pour faire simple, mais c'est une plantation très serrée en fait, de plants adaptés au climat local qui sont donc approvisionnés sur, je sais pas, un rayon de 10 km, enfin ça peut varier, mais hyper local. Et donc, c'est des plants qui sont résistants en termes de climat, de sol et qui sont adaptés. Et donc, ils sont plantés très serrés pour pousser très vite et faire de la biomasse rapidement. Et donc, on a un vrai bosquet au bout de seulement quelques années.
Donc là, il y a une première microforêt qui a vu le jour à Toulouse en début d'année et il y en a 8 autres qui seront plantées d'ici l'année prochaine. Et donc eux, c'est voilà, lauréat de la première édition. Après, un autre projet qu'on a aussi parmi les lauréats, c'est le collectif pour les alternatives aux pesticides du 66, donc des Pyrénées-Orientales. Et donc, eux, ils ont monté un projet de plantation de haies dites écologiques. Donc, en fait, leur projet, c'est de planter des haies ludo-pédagogiques, ils disent, parce qu'en fait, ils ont des partenariats avec des publics scolaires notamment. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir à la fois une dimension d'éducation à l'environnement et en même temps de développer des infrastructures paysagères qui soient vraiment propices à la biodiversité, au stockage du carbone et qui rendent tous les services écosystémiques qu'on connaît, donc protection des sols, etc. etc. Voilà, je laisse Justine nous parler des deux autres. Ensuite, on a la végétalisation des toits du campus de l'UPVD. Donc l'UPVD, c'est l'Université de Perpignan. C'est un projet qui est porté par le collectif Végétal Project qui en fait réunit différents personnels de l'université. Donc c'est des étudiants, mais il y a également des enseignants. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans ce projet-là, comme par exemple l'INSA ou l'école Supagro de Montpellier. Donc c'est un projet qui consiste à tester des technologies agro-urbaines innovantes sur les toits du campus. Et en fait, ça va permettre aux bâtiments d'en tirer des bénéfices, comme par exemple cette casquette solaire, c'est-à-dire que le soleil ne tapera plus directement sur le toit, mais sera filtré par la végétation qui sera présente. Donc, ça va créer aussi une isolation. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Le second bénéfice, évidemment, c'est que ça va permettre de préserver et de réinsérer de la biodiversité en centre-ville. Et effectivement, ça va pouvoir créer aussi un puits de carbone et tous les bénéfices qu'on connaît à la réinsertion de la biodiversité en cœur de ville. Pour ce qui est de la technologie agro-urbaine qui va être testée, c'est une technologie qui va permettre d'arroser les végétaux de façon automatique sans pour autant dépenser d'énergie. Voilà, donc ça permet aussi de tester de nouvelles technologies et de les ajuster en direct sur le terrain. Ensuite, on a le projet Cœur de Vie qui se trouve aussi dans le 66, qui est porté par Joël Emerick, qui est un agriculteur. C'est un projet de réensemencement de friches agricoles, donc de reconquête de friches agricoles. C'est un projet qui regroupe deux axes. Donc, il y a un premier axe qui est la reconstitution d'une forêt méditerranéenne comestible, uniquement via des essences locales et adaptées au climat extrême, c'est-à-dire les fortes chaleurs et le manque d'eau. On a également une deuxième parcelle une autre partie de la parcelle plutôt qui sera en forme de cœur, d'où le nom Cœur de Vie du projet, qui sera en fait une clairière pépinière pédagogique, donc qui sera destinée à la sensibilisation et qui sera basée sur l'agroforesterie ainsi que la culture à étage. Voilà, donc c'est tout pour les projets de végétalisation du territoire. On va passer maintenant au second axe, qui est diminuer sa consommation d'énergie fossile avec l'exemple du bâtiment passif. Donc, c'est un bâtiment qui est porté par l'éco-hameau de Verfeil, qui est aussi un collectif citoyen. En fait, l'éco-hameau de Verfeil, c'est déjà un groupement de 9 habitations bioclimatiques et responsables qui sont fabriquées en terre paille. Et en fait, les gens qui habitent dans cet éco-hameau, ils ont besoin d'un bâtiment commun. Et ils ont évidemment décidé de le construire eux-mêmes et de le construire encore de façon à ce qu'il soit bioclimatique, avec ses enduits terre paille, etc. Donc, ce qu'on va retrouver dans ce bâtiment-ci, ça va être par exemple un chauffe-eau solaire, donc le fameux enduit terre paille. L'électricité sera fournie par les panneaux photovoltaïques. On aura également de la phytoépuration, donc de l'épuration à base de plantes, qui est déjà en place sur le terrain pour les autres habitations individuelles. Effectivement, on aura également de l'isolation en paille qui est haute performance, de façon à ne pas dépenser trop d'énergie dans le chauffage, par exemple. Et on aura également donc, des toilettes sèches qui permettent d'économiser l'eau. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple de comment faire pour diminuer sa consommation d'énergie fossile avec ce bâtiment-là.
Et donc, pour finir, dernier exemple de projet du coup d'adaptation au changement climatique, c'est du coup évidemment l'axe de l'économie de la ressource en eau qui, on le sait, va se raréfier. Et donc, on voulait vous faire un petit focus sur ce projet porté par la commune de Mory, donc qui s'intitule Économisons l'eau des salles de bain, où en fait, ils expérimentent sur leur commune, donc chez des particuliers volontaires, un système en fait de récupération de ce qu'on appelle les eaux grises. Donc c'est-à-dire les eaux usées mais qui ne sont pas très sales en gros. Donc c'est par exemple les eaux des douches ou des lavabos, du lave-linge, etc. qui en fait sont récupérées plutôt que de partir directement dans les égouts. Elles sont stockées dans un, comment dire, dans un récupérateur d'eau en fait. Et cette eau va être réutilisée ensuite pour alimenter les chasses d'eau des toilettes, donc ce qui permet de ne pas gâcher d'eau potable propre, neuve, pour voilà, l'utiliser dans les toilettes, ce qui n'a pas de sens. Donc ça permet une économie d'eau jusqu'à 40%, et donc ils estiment que sur la facture pour une famille de 4 personnes, ça représente 150 € d'économie annuelle. Sachant que ce chiffre devrait augmenter à l'avenir, sous réserve que le prix de l'eau augmente, mais malheureusement c'est fort probable. Voilà, donc ça c'est une technologie en fait qui est déjà très avancée dans certains pays qui sont actuellement confrontés à des difficultés d'approvisionnement en eau, donc par exemple Singapour ou Israël. C'est encore un peu pionnier en France, mais voilà, la commune de Mory s'est engagée sur cette expérimentation, et à terme, ils souhaitent doter 60 habitations de leur commune avec cette technologie. Donc, pour info, le nom du système utilisé, c'est Sparrow. Donc, voilà, le système avec le récupérateur et la pompe. Voilà, donc ça, c'était voilà ce que je pouvais dire sur ce projet pour économiser de l'eau potable. Merci beaucoup à tous les deux. Bon, alors le temps, vous l'avez pas économisé. On l'a Désolé. on l'a un petit peu explosé par rapport à ce qui était écrit. Ça commence bien, mais bon, on avait de la marge avec les questions. Il y en a une très, très pratique quant aux nouveaux projets qui ont été validés. Est-ce qu'ils le sont sur l'enveloppe 2021 du coup, ou est-ce qu'il va y avoir un appel à candidature pour l'année prochaine? Alors, il n'y a pas d'appel à candidature pour l'année prochaine. On est en train de, en fait, on a récupéré les projets du premier dépôt parce qu'on s'est rendu compte que 400 projets déposés avec seulement 97 qui sont passés au vote, ça ne rendait pas exactement justice à tous les projets dont certains étaient tout à fait dans les clous, mais pas encore suffisamment mûrs. En fait, tout ce qui leur manquait, c'était du temps. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de leur donner du temps et de leur permettre de passer à cette seconde session dont les votes citoyens auront lieu du 18 décembre au 18 janvier. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme, ça s'appelle Je participe, ma région citoyenne. Et voilà, vous pourrez voter pour vos Pour 3 projets voter. préférés. Bah, vous avez anticipé la deuxième question qui nous a été envoyée, c'est comment on vote. Donc, la région citoyenne, je Je participe, participe, et on tout à trouve fait. sans trop de problèmes. Il suffit de créer un compte citoyen et ensuite vous aurez accès à tous les budgets participatifs parce que le climat n'est pas la seule préoccupation de la région. Et vous aurez accès à tous les votes et tous les projets. Alors peut-être pour celles et ceux qui sont inquiets de ça, créer un compte, voilà, est-ce que c'est très engageant? Est-ce que c'est compliqué? Non, pas du tout. Alors, les seules conditions en fait pour accéder à toutes ces démarches participatives, c'est donc de résider en Occitanie, d'être habitant de la région et d'être âgé de 15 ans ou plus. Voilà, c'est les conditions qui ont été fixées par la charte régionale pour la citoyenneté active. Et après, le compte, c'est quelque chose d'assez classique, hein. On arrive sur le site, on renseigne ses informations personnelles, son email, son pseudo, et puis voilà, il me semble que c'est à peu près tout, son adresse. Et puis ensuite, on peut voter pour ses projets préférés, déposer son projet ou prendre part aux concertations qui peuvent être en cours. On a encore une question qui dit, bon, quels seront les prochains appels? Donc on imagine pour 2022 du coup, les prochains appels à candidature pour la 3e année? À ce C'est pas encore Ouais. défini. À ce stade, on n'a pas de validation d'une prochaine session encore tout de suite. Voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas s'engager à vous donner des dates. D'accord. Et puis ensuite, une question très terre à terre. Le montant des subventions qui étaient allouées au projet, est-ce qu'il y a un minimum, un maximum? Alors, le euh, minimum, c'est 1 500 € par projet. Le maximum, c'est 150 000 € par projet, en sachant que dans ces 150 000 €-là, il ne peut pas y avoir plus que 30 000 € de fonctionnement. hmm. Donc, il faut de l'investissement. Et moi, j'ai fait une Voilà. petite division, 2 millions d'euros sur 40 projets. Ça fait 50 000 € à peu près en moyenne par projet.
Voilà, après, c'est très variable. On a des projets qui demandent une toute petite somme et des projets qui en demandent beaucoup plus. Donc, c'est assez variable. Dernière question avant de parler urbanisme avec notre intervenante suivante. Juste, je crois qu'il n'y a pas de projet ariégeois sur cette session-là. Voilà, pourquoi? Est-ce qu'il y en aura l'année prochaine? Un peu de chauvinisme quand même. Alors, c'est vrai qu'on observe une forte disparité en fait entre les territoires et notamment donc, entre les départements urbains que peuvent être l'Hérault et la Haute-Garonne et les départements plus ruraux. En effet, on observe un plus faible nombre de projets déposés, souvent un plus faible nombre de votants et de votes exprimés. Après, c'est variable parce qu'il y a certaines démarches de budget participatif, mais du coup, donc sur d'autres thématiques où on a quand même plusieurs projets en Ariège malgré le faible poids démographique, entre guillemets, de ce département. On ne sait pas forcément comment l'expliquer, si ce n'est qu'il faudra qu'on fasse encore plus de com, peut-être, sur ce département par rapport à d'autres. D'accord, et merci beaucoup pour les guillemets et merci beaucoup pour votre intervention, Justine Bollandard, Joachim Voisin-Marat. À très bientôt.